Chers amis, un grand bonjour. Alors, les présentations sont faites, donc elles ne sont plus à faire. Nous voici dans la dernière ligne droite des élections présidentielles, avec la présence ce soir de Laurent Wauquiez, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je souhaite remercier très sincèrement, du fond du cœur, vous tous qui êtes ici, mes militants, ceux qui se sont engagés dans la campagne depuis quelques mois à mes côtés. J'ai besoin de vous et j'ai encore besoin de vous. Un grand merci. Je vous suis très reconnaissante. Nos militants, nos amis, sympathisants, nos jeunes pop, représentés par son responsable départemental Stéphane Lanz. Nos militants ont œuvré, nos jeunes ont œuvré durant des semaines, dans l'ombre, très souvent, avec autant de conviction que celle de notre président de la République, Nicolas Sarkozy. De nouveau, un grand merci pour votre engagement, quel que soit le résultat de ce deuxième tour des élections présidentielles. Dimanche aura prouvé une nouvelle fois la force de notre parti, toujours rassemblé, organisé. Nous avons su expliquer, nous avons su convaincre. J'ai besoin de vous pour cette nouvelle campagne législative aux côtés d'Olivier Marleix à partir du lundi 7 mai. Donc je vous invite à nous rejoindre tous à nos côtés. On a un bureau opérationnel vraiment très sympathique et je vous assure que faire campagne dans cette ambiance-là, ça change tout. Alors moi, je vous invite tous à nous rejoindre. Voilà. Je remercie aussi tous les parlementaires ici présents. Alors, ils sont actuellement en conférence de presse. Gérard Hamel, député maire de Dreux, dans laquelle circonscription nous nous trouvons ce soir, Laure de la Rodière, député de la 3e circonscription, Philippe Vigier, député de la 4e circonscription, Gérard Cornu, Albéric de Montgolfier, Joël Billard, nos 3 sénateurs, ils sont tous présents ce soir dans notre dernière ligne droite et je crois que on peut leur faire honneur. Josette Philippe, notre secrétaire départementale de l'UMP, toujours à nos côtés. Et je la remercie aussi du fond du cœur d'être toujours à côté de moi. Merci Josette. Chers amis, mesdames, messieurs, cette campagne, c'est la campagne de tous les dangers. Cette campagne, c'est la campagne de tous les paradoxes. Jamais un candidat n'a suscité autant de haine. Jamais un candidat n'a suscité autant de ferveur. Jamais une campagne n'a suscité autant de violence. Jamais une élection n'a suscité de tels combats. Je vais parler des candidats. Le candidat du Parti Socialiste, vous savez mes amis, il se dit rassembleur. Sous un certain regard, c'est pas complètement faux. Il rassemble. Mais le problème, c'est qu'hélas, il rassemble tous ceux qui veulent plus. Toujours plus. Ceux qui veulent encore plus. Mais ils veulent plus à la condition extrême qu'on ne leur demande surtout rien en échange. Alors, la différence, elle est simplement là. Il y a ceux qui savent qu'une vie se construit dans l'effort et ceux de l'autre côté, qui veulent que la société, que l'État-providence se charge de leur apporter à domicile tout ce dont ils ont besoin. Voilà la différence, c'est une différence fondamentale entre les gens de droite, les gens de travailleurs et ceux de gauche qui attendent tout et toujours. Le candidat du Parti Socialiste dit qu'il a du courage. D'un certain point, après tout, pourquoi pas? Parce que c'est vrai qu'il en faut du courage, je dirais même du culot, pour oser dire, votez pour moi. Avec moi,
Pas de problème. Tout se règle. L'emploi, je m'en occupe. La sécurité sociale, les retraites, 60 ans, vous inquiétez pas. Il y a des gens qui ont travaillé dans leur vie avant. Ils découvrent, remarquez, il a au moins appris une chose pendant cette campagne électorale. L'Europe, attendez, moi l'Europe, je vais m'en occuper, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais monsieur, il y a aussi le monde. Le monde qu'ils m'attendent, j'arrive. Voyez-vous, avec des gens comme ça, je ne sais pas si c'est du courage, de l'inconscience, mais quelque part, c'est vraiment quelque chose qui m'épate. Et je peux vous dire qu'il est gonflé, ou alors il est inconscient, et c'est encore plus grave. Parce que ce même candidat, il dit faites attention, si jamais vous votez pour Nicolas Sarkozy, faites attention, il va peut-être vous obliger à bosser. Quelle horreur! Avec moi, non, pas de problème. Moi, avec moi, l'État, ne vous inquiétez pas, vous trouvera des excuses. Vous n'aurez pas l'obligation de travailler. Avec Nicolas Sarkozy, faites attention. L'immigration sera contrôlée. Quelle horreur! Avec moi, non, n'ayez pas peur du communautarisme. Il suffira que je donne le droit de vote aux étrangers pour que tous les problèmes soient réglés. Pas de problème. Alors vous savez, tout à l'heure Daniel Guéret va arriver. Daniel Guéret, il est conseiller régional comme moi. Daniel Guéret, il est président de l'UMP départemental. Avec lui, nous pratiquons les gens de gauche au quotidien, à la région. Je ne vais pas vous en faire trop long, mais sachez que nous sommes effarés de la différence que l'on constate entre ce que les gens de gauche annoncent d'abord et puis ce qu'ils sont capables de faire au final. Ils sont capables d'être d'accord sur tout avec vous, avec tout le monde, tout au long d'une journée et prendre une décision à l'inverse au final. Pourquoi changer radicalement d'avis à la dernière minute, demanderiez-vous? Simplement parce qu'entre-temps, il y a un syndicat qui est passé qui a dit attendez, moi ça marche pas comme ça, moi je veux ça. Ah bah alors on fait ça. Voilà comment les décisions sont prises à la région. Vous savez, c'est un bon exemple pour moi. Et je peux vous dire que les vieux démons qu'on leur connaît ne sont pas morts. La vérité, c'est que l'idéologie d'un autre âge, qu'on croyait être d'un autre âge, elle est toujours parfaitement présente. La nostalgie de la lutte des classes, oui, vous ne rêvez pas, ça existe encore. Le souvenir ému de l'époque soviétique, sans aucun doute. Il faut savoir qu'au-delà des postures, au-delà de ce qui se peut se raconter et ce qui se dit, les gens du Parti socialiste, et l'essentiel de leur démarche, c'est de surtout faire tous les cadeaux possibles pour que les alliés soient heureux, soient contents et en définitive pouvoir garder le pouvoir. C'est ça qu'ils veulent, garder le pouvoir à n'importe quel prix, au prix des valeurs qu'ils n'ont pas, au prix de la France et des régions. Les alliés, alors les alliés on les connaît bien aussi, ce sont les Verts. Alors là, pas de problème, leur seul credo, c'est la décroissance. On ne sait pas ce que ça veut dire, sauf que quand ça va dans ce sens-là, c'est jamais bon. Vaut mieux monter, mais eux, non, ils veulent revenir sur des rêves qu'ils n'ont jamais eus. Et puis les rouges. Alors les rouges, la seule volonté, c'est de tuer tout ce qui est supposé être peut-être riche et tout ce qui pourrait penser ou laisser penser qu'ils sont patrons. Ça, c'est insupportable. Il n'en faut plus, on va les tuer. Et puis, il y a des nouveaux maintenant. Il y a des nouveaux, et là je suis un peu embêtée parce que je ne pourrais pas vous dire la couleur, je ne la connais pas, je ne l'ai pas trouvée. Ceux dont la couleur est indescriptible finalement. Ceux-là, même qui se sont retrouvés devant ou dans le prétendu discours pseudo-révolutionnaire de M. Mélenchon. C'est vrai qu'en France, il en faut du courage pour dire qu'on est révolutionnaire. Mes chers amis, c'est vrai qu'il en faut du courage pour marcher de la nation à la Bastille. Ouh, ça me fait peur. Et puisque ces gens-là sont prompts à parler de révolution, eh bien moi je vais vous en parler de révolution, une vraie révolution. Je vais vous parler de ce que j'ai vu et de ce que j'ai vécu. C'est il n'y a pas bien longtemps, c'est à Paris. La vraie révolution, c'était d'abord place de la Concorde. Et puis au Trocadéro, avant-hier, un 1er mai, le 1er mai. Un 1er mai dans la rue.
échec, que la rue, c'était pas pour nous. J'étais peut-être trop certaine que cette journée était et resterait l'apanage des syndicats plus rouges que les drapeaux. Jamais j'aurais imaginé le courage du peuple de droite, que le peuple prendrait toute sa place le jour de la fête du travail. Jamais nous n'avons connu une telle mobilisation, de si brillantes manifestations. Nicolas Sarkozy est l'homme capable de construire et d'entraîner le peuple de France. Nicolas Sarkozy est l'homme qui rassemble et fédère toutes les énergies. Nicolas Sarkozy est l'homme qui nous prouve que nous sommes capables de nous dépasser quand l'avenir du pays est en jeu. Et le département d'Eure-et-Loir, le département où nous sommes, peut être fier. Il a placé Nicolas Sarkozy en tête du Parti socialiste. On aurait pu faire mieux, c'est sûr, mais néanmoins, si tous les départements avaient fait comme nous, la situation aurait été plus confortable. Et tout ça n'est pas par hasard. C'est évidemment grâce à vous tous, grâce aussi au travail des parlementaires ici, extrêmement nombreux, et puis tous les élus locaux, les maires qui sont là, les conseillers généraux. Et il faut les saluer et les remercier maintenant au passage. J'en ai bientôt terminé. Mais avant, je voudrais vous dire que j'ai l'honneur d'être la secrétaire départementale de ce département, aux côtés du président, Daniel Liret, dont chacun connaît l'engagement. Et ce que je sais, et ce que je vois surtout, c'est l'incroyable travail effectué par les délégués de circonscription sur notre territoire. Je sais l'engagement des jeunes populaires, Christelle l'a dit tout à l'heure, aux côtés de Stéphane. Je sais l'engagement sans faille dont ils font preuve. Nous avons dans ce département, je vous le dis, des gens d'une très grande qualité. Des gens qui se battent, pied à pied, avec une énergie que ne renierait pas Nicolas Sarkozy. Je veux parler de Christelle, de John, de Paul, de Stéphane, qui savent mobiliser à leur côté une équipe formidable, avec des délégués de canton, de quartier. C'est grâce à eux que partout dans nos villes, dans nos villages, sur tout le territoire, une armée de bénévoles travaille sans relâche pour défendre les valeurs de la République. L'enthousiasme dont vous êtes capables, c'est le véritable moteur de ce combat, du combat d'aujourd'hui. Nicolas Sarkozy nous a demandé de l'aider à faire gagner la France. Nous sommes là tous pour t'aider, Nicolas. Nous sommes là tous pour que le pays que nous aimons, parce qu'il nous a vu naître, parce que nous l'avons choisi pour y vivre. Nous sommes là pour que ce beau pays ait un chef digne de son histoire. Nous sommes là pour que demain la France puisse garder la tête haute. Nous sommes là pour que dimanche soir, le nouveau président de la République s'appelle Nicolas Sarkozy. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le maire de Cherisy, chers amis, au terme de plusieurs mois de campagne, nous voici donc à 3 jours du second tour de l'élection présidentielle. La première chose que je voudrais faire ce soir, c'est remercier toutes celles et tous ceux parmi vous qui se sont mobilisés avec tant d'énergie, de générosité et de courage pour que Nicolas Sarkozy soit réélu dimanche prochain. Je voudrais que vous applaudissiez celle qui a organisé le renouveau de l'UMP dans notre circonscription, Christelle Minard. Chaque jour, sans relâche, depuis que Gérard Hamel et Josette Philippe
Daniel Guéret lui ont confié cette mission. Elle se bat avec énergie et détermination pour que nous soyons toujours plus nombreux, et vous êtes ce soir 400 ici à Cherisy. Avec Christelle, je n'oublie pas que c'est toute une équipe, une formidable équipe de délégués de cantons, de communes, de responsables de notre permanence à Dreux qui se mobilisent sans relâche. À chacun, je veux dire un grand merci et surtout leur demander de garder la forme car j'ai encore besoin d'eux. Une mention toute particulière à notre sympathique délégué départemental des Jeunes Pop, Stéphane Mance. Je voudrais aussi saluer ce soir la présence de presque tous les parlementaires de notre département. Laure de la Rodière. Nous sommes très fiers, chère Laure, que ta combativité et ton talent, chaque jour renouvelé depuis 5 ans, soient au service de nos convictions, comme tu as bien fait, chère Laure, de t'engager en politique. Albéric de Montgolfier, président du Conseil général. Les sénateurs Gérard Cornu et Joël Billard, infatigables défenseurs de la et puis, signe de rassemblement derrière le président de la République, notre ami, député Nouveau Centre de Châteaudun, Philippe Gigier. Tout au long de ces 5 ans, la loyauté et l'engagement de Philippe n'ont jamais fait défaut, je peux en attester par mes fonctions de président, n'ont jamais fait défaut au président. Voilà, je suis heureux de retrouver ici à Cherisy celui qui s'est un peu éloigné et a manqué à notre famille politique, même s'il n'est pas parti bien loin. Je veux parler de Michel Le Tuilier. Enfin, vous ne m'en voudrez pas d'avoir gardé le meilleur pour la fin. Je voudrais remercier, non pas pour sa présence de ce soir, il est évidemment ici chez lui, mais pour sa présence de tous les jours à mes côtés, notre député Gérard Hamel. Ouais. Nous sommes en campagne présidentielle pour 2 jours encore, et nous ne parlerons donc de rien d'autre ce soir, c'est promis, mais je veux dire que la décision de Gérard de passer le témoin et de s'engager aussi fortement aux côtés de celui qu'il espère être son successeur est rare en politique. Il mérite une immense considération et tu sais, Gérard, pouvoir compter sur moi, si je suis élu, pour mettre au service de Dreux, au service du Drouais, toute l'énergie et l'ambition que tu as eue pendant 20 ans pour cette ville et pour ce territoire. Enfin, je veux saluer, au terme d'un protocole un peu baroque, puisqu'il est inversé, la présence de Laurent Wauquiez, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je ne voudrais pas lui porter la poisse en lui disant qu'il est le meilleur d'entre nous, mais pourtant c'est un peu la réalité à laquelle il doit faire face. Laurent était le Benjamin de l'Assemblée nationale. Il a été le plus jeune ministre des gouvernements de François Fillon, en charge de dossiers extrêmement lourds et difficiles, l'emploi, les affaires européennes et aujourd'hui l'université et la recherche. Mais il est aussi un élu de terrain qui a eu le courage de reprendre OPS, la ville du Puy-en-Velay, dans une période difficile à cette ville. Je suis très heureux, cher Laurent, et au nom aussi de mes ascendances auvergnates, je suis très heureux de te retrouver ce soir ici à Cherisy. Dans 3 jours, les Français voteront pour élire leur prochain président de la République. Laissez-moi vous le dire tout de suite, je ne crois pas au sondage. S'il avait fallu élire le meilleur imitateur de François Mitterrand par les mimiques, la gestuelle, la posture,
jusqu'à la morgue toute mitterrandienne que l'on a tous gardé à l'esprit, et puis cette incroyable capacité surtout à prendre les Français pour des imbéciles. Alors, c'est sûr, François Hollande pourrait être élu dès le premier tour. Mais les Français ont les pieds sur terre. Je crois qu'il ne se paie plus de mots. Et le premier tour de l'élection présidentielle, le 23 avril dernier, l'a montré. À peine 10% des Français, alors que la tradition était que notre pays, l'extrême gauche, a atteint déjà des scores de près de 15%, à peine 10% des Français ont cru à la promesse mirobolante de M. Mélenchon d'un SMIC à 1 700 €. Et au total, ils n'ont été finalement que 42% des Français à approuver les idées de la gauche. Après 5 ans de crise, je crois que ce faible score est finalement assez encourageant quant à la lucidité de nos compatriotes. Les idées de la gauche française, elles se résument encore et toujours au même triptyque. Plus de dépenses, plus d'allocations, plus d'immigration. Elles sont aujourd'hui minoritaires dans notre pays. Les Français n'en veulent plus. Alors, puisqu'il ne nous reste que 3 jours, tenons-nous-en à ces 3 idées qui font aujourd'hui le clivage entre la droite et la gauche. Plus de dépenses publiques. Ça, c'est pas de leur faute, c'est la maladie congénitale de la gauche. Ils sont capables de vous pondre des idées à 10, 15, 20 milliards, c'est l'unité de compte, le milliard, à chaque élection. En 1997, souvenez-vous-en, c'était les 35 heures, coût 15 milliards d'euros. On paye toujours la facture. En 2002, à quelques mois de l'élection présidentielle, la part, coût de la facture, 8 milliards d'euros. On la paye toujours et elle ne va faire qu'augmenter. Aujourd'hui, 60 000 fonctionnaires de plus et hop, 7 milliards d'euros de promesses d'un coup. Et je crois que les Français aujourd'hui, c'est une grande différence avec 97 ou 2002, ont compris une chose. Et c'est vrai des électeurs de Nicolas Sarkozy, de ceux de Marine Le Pen ou de ceux de François Bayrou. Au bout du compte, ce sont toujours les Français qui payent. Et s'ils ne payent pas aujourd'hui, ils le paieront demain et parfois très cher. Les Français ne sont pas des gogos à qui on peut faire croire n'importe quoi. Ils ont la télé, ils savent comment cela se termine en Grèce, en Espagne, et même, et quel dommage que le président de la République ne l'ait pas rappelé hier à Sa Majesté Hollande Ier, en Corrèze, où le budget du Conseil général accusait un trou de 11 millions d'euros en 2012, au secours duquel nous avons eu la faiblesse de voler. J'ai eu un vrai moment de désarroi hier en regardant ce débat, quand Nicolas Sarkozy a demandé à François Hollande où il trouverait l'argent des 50 milliards d'euros d'économies qu'il s'est quand même engagé à faire pour retourner à l'équilibre des comptes publics. Eh bien, on n'a pas eu de réponse. Ce sera la surprise du chef. Et ce n'est pas faute d'avoir répété la question. M. Hollande semblait simplement ne pas comprendre ce dont on lui parlait. Des économies, qu'est-ce que ça veut dire? Sa seule piste, et je cite, retenez bien, je pense que vous l'avez tous noté, je n'augmenterai pas les effectifs de la fonction publique. C'est gentil, mais une absence d'augmentation, à mon sens, ce n'est pas une diminution. Comment les 58% de Français qui veulent moins de dépenses pourraient-ils demain faire confiance à M. Hollande? Deuxième élément du triptyque socialiste, encore et toujours plus d'allocations. Les 58% de Français qui, dimanche 23, ont voté pour François Bayrou, pour Nicolas Sarkozy ou pour Marine Le Pen, n'en peuvent plus de payer toujours et encore pour une redistribution qui finit par démotiver les gens, les dissuader de travailler. Bien sûr, il faut de la solidarité nationale. Bien sûr, il y a des accidents de la vie. Et c'est juste, quand on a cotisé à un système d'assurance sociale, à la sécurité sociale, de pouvoir bénéficier de la solidarité nationale quand on en a besoin. Mais là, les Français savent aujourd'hui que les abus existent. Ils vivent aujourd'hui cette situation avec désarroi et parfois jusque dans leur propre famille. Hier, je vais citer ces 2 témoignages qui m'ont été donnés à 2 jours d'intervalle. Hier, une fonctionnaire de catégorie C, pas un gros salaire, mais une femme qui croit que le travail, c'est la vie, me disait sa révolte de voir que son propre fils était encore inscrit à Pôle emploi alors qu'il avait sciemment refusé des offres d'embauche. Voilà aujourd'hui la réalité de notre pays. La semaine dernière, c'était un ouvrier d'un atelier de menuiserie qui me disait sa tristesse de voir son propre frère, qu'il fait travailler parce qu'il sait au chômage, qu'il fait travailler dans sa boîte quand il y a des grosses commandes et qui s'organise
pour y faire 6 mois et vivre les 6 mois restants d'allocation. Voilà les abus que les Français ne supportent plus. Oui, la différence entre le revenu que l'on tire de son travail et celui que d'autres tirent de la solidarité est un sujet au cœur de notre société. C'est le socle même de notre vivre ensemble qui est en cause. On nous reproche à Laurent, il faut en être conscient, de ne pas avoir fait assez. Tu as pourtant porté une réforme courageuse de l'indemnisation du chômage qui donne les moyens de sanctionner ceux qui abusent et qui refusent les offres raisonnables d'emploi qui leur sont faites. Mais c'est vrai que la conjoncture économique, au-dessus de 9% de taux de chômage, n'a sans doute pas permis de la faire fonctionner. Mais demain, il ne faudra pas hésiter à aller plus loin. Aller plus loin, c'est obliger, comme tu l'as proposé, les allocataires du RSA à donner en toute la cause 7 heures de travail par semaine à la collectivité, parce que la solidarité ne peut pas être sans contrepartie. Aller plus loin aussi en réformant les conditions d'octroi du RSA. Est-il normal qu'un étranger qui entre sur le territoire national avec un titre de séjour d'1 an, qu'il n'obtient que parce qu'il prouve pouvoir subvenir à ses besoins sur le territoire national, au bout de 2 ou 3 mois, puisse demander le bénéfice du RSA? Ce n'est pas normal, il faudra le supprimer. Les bons sentiments, c'est très important. Il en faut, mais ça s'entretient avec son argent, pas avec celui des autres, pas avec celui des Français. Enfin, dernier élément du triptyque socialiste et qui doit être le 3e élément déterminant de choix, je crois, dimanche, notre vision de l'immigration. La gauche, c'est toujours plus d'immigration. Je crois, en mon âme et conscience, que l'insertion dans notre société des jeunes Français issus de l'immigration est l'un des défis les plus importants que la France aura à relever dans les prochaines années. Je pense en particulier à leur intégration dans le monde du travail, parce que tout, une fois encore, découle du travail. Ce taux de chômage des enfants immigrés atteint, tu le sais Laurent, près de 30%, et il est particulièrement élevé chez les garçons. Mais comment peut-on faire croire à ces jeunes que l'on est avec eux, que l'on pense à eux quand on propose une politique d'immigration laxiste? Qui paiera demain les pots cassés et aura encore plus de mal à s'intégrer si on les noie un peu plus dans une immigration de masse incontrôlée? Eh bien, ce sont ces jeunes-là. Le cynisme des socialistes à leur égard me révolte. Et ce dégoût va plus loin quand on sait les compromissions dont la gauche est capable pour flatter les communautarismes. À quoi cela rime-t-il de vouloir donner le droit de vote à des étrangers, si ce n'est de vouloir donner plus de poids encore aux revendications communautaristes? Quand on est étranger et que l'on veut voter, parce que l'on veut participer à la vie locale, parce que l'on veut s'intégrer, eh bien c'est assez simple, il suffit de devenir français. Mais vouloir peser sur les choix politiques d'un pays sans devenir membre de la communauté nationale, c'est une idée franchement tordue, c'est une idée socialiste. Voilà mes chers amis, pour moi, dimanche, le choix est simple. Dimanche, ce sera le choix entre ce triptyque, parfaitement assumé, ne nous y trompons pas, la couleur a été annoncée, nous ne pourrons pas nous dire surpris dans quelques mois. Ce triptyque parfaitement assumé par la gauche, plus de dépenses, plus d'allocations, plus d'immigration, ou bien, au contraire, la poursuite d'une action courageuse pour revaloriser le travail de notre société, pour redonner du sens à la solidarité, pour retrouver la maîtrise de nos finances publiques et ainsi retrouver notre indépendance nationale. Bref, ce sera le choix entre ce slogan, le changement, mais le changement pour le changement en quelque sorte, ou le choix de la dignité, celui des valeurs qui ont fait la France, celui de la France forte, celui de Nicolas Sarkozy. Mesdames et messieurs, juste quelques mots, puisque c'est pas moi ce soir, c'est mon ami Laurent Wauquiez qui va prendre la parole tout de suite après moi. Tout d'abord, monsieur le ministre, mon cher Laurent, je suis vraiment ravi que tu aies consacré ce soir cette soirée
à notre département et particulièrement à notre circonscription. Merci à toi, Laurent, d'être là ce soir. Je reviendrai sur toi. Merci à mes collègues parlementaires. On a vécu, député, Laure, Philippe, moi-même. Encore, je cherchais les députés. Les 3 sénateurs, je me disais, il en manque quelques-uns. Les 3 sénateurs, on a les excuses ce soir de Jean-Pierre Gorge. Les 3 sénateurs, là ce soir, Albéric, cher Albéric, président du Conseil général, cher Joël, cher Gérard, merci d'être là ce soir à Chérisy pour quasiment, c'est pas quasiment, la dernière réunion publique de cette campagne des présidentielles. Laure, particulièrement, tu as fait dans ta circonscription deux excellentes réunions à laquelle nous avons tenu tous les uns les autres à assister. Ça a été pour toi un grand succès. Ça a été peut-être pour le département la raison pour laquelle Nicolas Sarkozy est arrivé en tête dans notre département et dans cette circonscription. Merci à vous, mes amis élus du Conseil régional, même dans l'opposition, Josette et Daniel. Bienvenue à vous, on regagnera la région. Merci aux conseillers généraux présents, merci à Michel Le Tuillier, le maire de Chérisy, de nous accueillir ce soir chez lui. J'avais prévu, à partir de quelques notes, de vous parler de la campagne des présidentielles. Je crois que Olivier vient de le faire, en faisant un retour sur l'émission d'hier soir. Et puis tout à l'heure, je pense que, Laurent, tu seras le plus qualifié pour parler encore plus de la prestation de notre président d'hier soir, la prestation télévisée de notre président. Tu connais bien, tu connais parfaitement notre président, voilà 5 ans que tu travailles à ses côtés, 5 ans qu'il t'a confié de grandes responsabilités à ses côtés, et je crois que mieux que quiconque, tu pourras ce soir à nos amis parler de ce qu'est vraiment notre président de la République, celui actuel et celui de dimanche soir, celui qui sera élu, je n'ai aucun doute, dimanche soir, Nicolas Sarkozy. Je veux rappeler simplement ces deux grands événements sans précédent dans cette campagne présidentielle qui termine cette campagne présidentielle, deux grands rassemblements nationaux. Je veux parler, bien sûr, de cet immense rassemblement de dimanche au Trocadéro. C'est vrai qu'au mois de mai, il y a beaucoup de dimanches. Et donc on se croyait, et on sera encore dimanche d'ailleurs, la semaine prochaine, pendant 3 jours. Il y a beaucoup de dimanches au mois de mai. Mardi au Trocadéro, c'était formidable. Super. Formidable. Une foule sans précédent dans toutes les manifestations. 200 000 personnes réunies samedi autour de notre président pour lui montrer combien nous étions, combien nous sommes derrière lui, pour lui faire réussir cette campagne, pour lui faire réussir, pour le faire réélire à la présidence de la République. Et puis, bien entendu, nous étions parmi les 20 ou 21 millions de téléspectateurs hier soir, derrière notre télévision. 18 millions. Ah ben attendez, on peut aussi... Il y a du monde ou il n'y en a pas. Quelle différence entre 18 et 20 millions? J'en sais rien, d'ailleurs, est-ce que les comptages sont réels? Moi, je pense qu'on était 20 millions. Voilà, exactement. En tous les cas, on a vécu hier soir une grande soirée. Je ne reviendrai pas sur ce débat que tout le monde attendait. Je ne reviendrai pas pour savoir qui a gagné, qui a perdu dans ce combat. Je crois que, au-delà
des échanges quelquefois un peu vigoureux. Ce que je retiens de ce débat, c'est le fond. Et hier soir, je crois que c'est clair. On a un choix clair à faire. Je sais que nous tous ici, nous l'avons déjà fait. Je sais que les deux candidats avaient un enjeu formidable entre eux. Ils étaient très concentrés, ils avaient très bien préparé l'émission. Et sur le fond, nous, en tous les cas, moi personnellement, peut-être que j'ai du mal à comprendre, donc il faut m'expliquer plusieurs fois et qu'il faudrait peut-être que je me repasse le film d'hier soir pour comprendre, mais en tous les cas, je n'ai pas eu, moi, les réponses que j'attendais aux grandes questions qui se posent à notre société. M. Hollande a esquivé toutes les questions. Je ne reviendrai pas sur l'économie, sur l'Europe, sur la sécurité, sur l'immigration. Qu'est-ce qu'il a dit de précis sur ces sujets-là? Et s'il y a rien, mais on était habitué à ce qu'ils disent rien. Et que finalement, en esquivant toutes les questions, il s'adressait, non pas à lui-même, quelque chose m'a frappé, moi. On a entendu beaucoup ce matin les commentateurs. Et puis on a vu quand même à François Hollande reprocher cette gouvernance personnelle outrancière, disait-il, de Nicolas Sarkozy. Et puis il a dit pendant je ne sais combien de temps, c'était quelque chose qu'il avait dû apprendre par cœur. Moi je, est-ce que c'est le partage du pouvoir? Moi, président, je. Oui, mais enfin, on va être déçu dimanche soir. De votre temps, vous attendez avec impatience notre ami Laurent Wauquiez. Je voudrais simplement vous dire que, avant de lui passer la parole, et certes, on est ce soir dans les derniers jours, les derniers parcours des présidentielles, mais dès lundi matin, on commencera une autre élection. Je voudrais simplement l'évoquer en deux. Je l'ai déjà fait à l'occasion de visites avec Olivier, ici ou là. Mais je voudrais vous dire devant vous ce soir que j'ai pris une décision difficile. 20 ans. 20 ans vous m'avez fait confiance. 20 ans vous m'avez renouvelé massivement et de plus en plus votre confiance pour l'action que j'ai pu mener. Et puis j'ai décidé, et je sais que certains sont déçus, j'ai décidé de passer la main. Je pense qu'en politique, il faut savoir aussi faire tourner les responsabilités. 19 ans de sa vie, c'est beaucoup. Et j'ai pensé qu'il était normal, légitime, de pouvoir raisonnablement, à un moment donné, pour renouveler cette case politique, donner l'exemple et passer la main. C'est la décision que j'ai prise. J'assume d'autant plus cette décision que je suis convaincu qu'avec Olivier, les choses ne feront que commencer après ta réélection. Je ne doute pas d'un seul instant qu'après les présidentielles, Olivier sera élu député de cette circonscription. Je ne rentrerai pas, on aura bien des réunions pour vous parler non seulement de lui, lui-même en parlera, il saurait mieux que quiconque parler de lui-même, mais moi j'essaierai de vous parler un peu de son adversaire, que je connais un petit peu au sein de mon opposition municipale. J'aurai des choses intéressantes à vous dire, venez nombreux à ces réunions. Lui s'occupera de vous dire, de vous parler de l'avenir. Moi je vous parlerai un petit peu du passé et de son adversaire. En tous les cas, j'aimerais que vraiment toute cette confiance que vous m'avez portée, vous puissiez la reporter aujourd'hui sur Olivier. Olivier n'est pas un nouveau en politique. Olivier n'est pas un nouveau dans ce département. Olivier n'est pas nouveau dans cette circonscription. Olivier a pris des responsabilités électorales. Il est conseiller général. Il est maire d'Annette. Il mène une action dans ce département. Et Olivier aujourd'hui sera, j'en suis sûr, entre toutes les communes de cette circonscription, et particulièrement face aux difficultés que connaissent certaines de nos communautés de communes, nos agglomérations, il sera le bon intermédiaire
avec le gouvernement, quel qu'il soit, avec les ministres en charge, pour porter les dossiers d'entre nous, les dossiers importants d'entre nous qui permettront de résoudre les problèmes de notre circonscription. Olivier, je suis convaincu qu'on fera tous les deux, qu'on continuera à faire tous les deux une bonne équipe, du bon travail pour le bien de la circonscription, pour le bien des Drouais en général. Je voudrais pour terminer, à mon tour quand même, parce qu'on a vécu cette campagne. On a encore quelques temps à vivre, hein, jusqu'à dimanche, jusqu'à samedi soir, jusqu'à dimanche matin, on a encore un rôle à jouer. Il y a encore quelques personnes indécises. Et chacun d'entre nous, nous avons un rôle encore à remplir, jusqu'à dimanche matin, jusqu'au bureau de vote. Mais si cette campagne a été aussi intense, si elle a été aussi mobilisatrice, c'est pas seulement parce que nous avons eu dans ce département des invités de marque, c'est aussi parce que, à la fois au niveau des départementales, monsieur le président Daniel, avec son secrétaire départemental Josette, vous avez fait un travail de rassemblement de notre formation politique avec les formations. Merci Philippe de nous rejoindre, je sais, on l'a dit tout à l'heure, mais je témoigne qu'à l'Assemblée nationale, tu n'as jamais failli, tu as toujours été à nos côtés. Bien sûr qu'on a quelques différences, bien sûr qu'on a été amené à discuter sur un certain nombre de sujets. Jamais tu n'as voté contre ce gouvernement, contre ce président de la République. Tu as été, dans la formation qui est la tienne, un fidèle supporter du gouvernement, de la majorité présidentielle. Je voudrais remercier aussi Christelle. Christelle est avec toi, bien entendu, tous ceux que tu as entraînés, les jeunes, les moins jeunes, les militants. Tu as su redonner à cette circonscription un élan politique. Tu as su remobiliser pour aborder ces deux campagnes électorales, des présidentielles et des législatives. Et sincèrement, merci Christelle, je crois qu'on te doit beaucoup dans cette campagne, on te devra beaucoup dans cette circonscription pour les victoires annoncées du président dimanche soir et d'Olivier Marleix. Je vais maintenant laisser la parole à monsieur le ministre, à mon ami Laurent. Laurent, je voudrais simplement faire un seul retour en arrière. On en parlait tout à l'heure dans la cour, parce que ça a été un événement marquant. Je me rappelle alors que les financements de ma maison de l'emploi de Dreux n'étaient pas assurés. Tu étais alors secrétaire d'État à l'emploi. Tu étais installé à Bercy avec Christine Lagarde. Je me rappelle t'avoir sollicité, je ne me rappelle plus si c'est par téléphone ou dans l'Assemblée nationale, et te dire, Laurent, j'ai des problèmes, il faut vraiment que je te voie, mes financements ne sont pas assurés pour la maison de l'emploi, j'ai des problèmes d'emploi, il faut absolument que tu m'aides. Tu m'as reçu avec un collègue qui s'appelle Alain Gabrielli, et je te l'ai présenté, puisqu'à l'époque il avait encore son entreprise, je te l'ai présenté comme le petit Bouygues de Dreux. C'était mon ami Alain Gabrielli, qui est le président de la maison de l'emploi de Dreux, président de la maison locale, la mission locale. Il doit être planqué quelque part derrière, je ne sais pas où. Ça m'étonnerait qu'il soit à gauche, Alain. Bien, il est au fond de la salle à gauche, me dit-on. À droite, si je me retourne, il n'y a pas de problème. En tous les cas, Laurent, tu nous as reçus avec beaucoup de gentillesse, beaucoup d'amabilité, mais ça, c'était rien. Je pense que c'est ton naturel. Tu es vis-à-vis de nous, tu n'as pas, en tant que ministre, pris des distances, la grosse tête, comme on dit. Tu es resté proche de nous. Et une amitié, je peux dire, est née avec beaucoup de nos collègues, des députés, que tu connaissais, que tu as toujours été, en tant que ministre, à leur disposition. Je suis revenu avec la certitude que tu ferais face aux besoins financiers que j'avais. Tu y as fait face. Et je voulais ici, publiquement ce soir, en toute simplicité, mais vraiment avec beaucoup de sincérité, te remercier. Merci Laurent. Laurent, il est temps que je te passe la parole. Tu fais partie de ces éléments brillants du gouvernement de François Fillon, sous l'autorité de Nicolas Sarkozy. Je suis convaincu que tu as beaucoup de choses à nous dire ce soir, et je te laisse volontiers la parole. Merci. À toi.
aujourd'hui, c'est grâce à quelqu'un comme Gérard, qui m'a passé le témoin et qui a fait exactement ce que tu as fait, qui était Jacques Barrot. Je n'aurais jamais été élu député. Je ne serais aujourd'hui pas là pour parler devant vous, si jamais il n'y avait pas eu sur mon chemin quelqu'un qui a eu exactement la même générosité que toi, Gérard. C'est rarissime en politique. Des gens qui ont l'élégance, la classe de Gérard, qui à un moment de dire, voilà, moi j'ai servi mon pays à l'Assemblée nationale, maintenant j'ai envie de le servir en passant le témoin à un jeune, une nouvelle génération, c'est tellement rare. On a tellement souvent en politique toute l'énergie qui est accaparée par le fait de tirer sur le voisin et de préférence à l'intérieur de sa famille politique. Ce que fait Gérard, je pense que vous le mesurez tous, il ne le fait pas facilement, parce qu'il y a des liens affectifs. Quand on est député, on a charge d'âme, on s'occupe de son territoire, on l'aime. Gérard, je peux en témoigner devant chacun d'entre vous, c'est une parole qui, quand il s'exprime à l'Assemblée, est toujours respectée, parce qu'il n'est pas dans les petites phrases, il n'est pas dans les petites querelles politiciennes. Et vraiment un grand coup de chapeau à toi, Gérard, parce que ce que tu as fait, c'est un geste qui est tellement rare en politique, c'est une leçon que tu as donnée à tout le monde. Merci. Alors, il faut quand même parler du passage de témoin, parce qu'on est aussi là pour l'encourager. Je vais vous dire, vous pouvez difficilement trouver quelqu'un qui connaît le mieux le type de produits qui sont celui d'Olivier Marleix. Vous ne pouvez pas faire mieux. Vous avez trouvé quelqu'un qui a des origines et des racines auvergnates. Je viens d'Auvergne, on peut difficilement trouver mieux qu'un produit qui a des origines auvergnates. Mais alors ce qui est terrible, et que je suis obligé de reconnaître, c'est que vous l'avez considérablement amélioré. Parce que maintenant qu'il est depuis 20 ans en Eure-et-Loir, nous on n'arrive plus à le faire revenir dans le Massif central, et pire que ça, tous les crédits, tous les projets, tout l'argent qui devrait venir au Massif central s'arrête sur le chemin en Eure-et-Loir, on n'arrive plus à le récupérer. Olivier est surtout quelqu'un, vous le savez, il aurait pu facilement avoir des circonscriptions qui étaient des circonscriptions plutôt du côté du Cantal, qui étaient des circonscriptions faciles. Il a fait le choix de venir ici, il a fait le choix de s'investir politiquement sur l'endroit où il vit, il a fait le choix de le faire en gravissant modestement les échelons les uns après les autres, et Gérard, je sais que c'est ce que tu as souhaité, Albéric, c'est comme ça que vous fonctionnez au niveau du Conseil général. C'est quelqu'un qui, aux côtés du président de la République, a exercé des responsabilités très importantes, mais ça, il y en a d'autres qui le font. Et moi, ce que j'admire le plus, c'est qu'en ayant fait ça, il n'a jamais perdu le contact avec le terrain. Et quand vous croisez Olivier dans les grands couloirs de Paris, ben, je peux vous dire que ce n'est pas les plafonds dorés qui regardent, il n'oublie jamais d'où il vient, et c'est la qualité majeure dont vous avez besoin pour un élu qui vous représentera. Alors vous me le faites élire avec triomphe et avec qualité, parce qu'on a aussi besoin d'une nouvelle génération dans notre famille politique, et Olivier peut être un excellent porte-voix de cette nouvelle génération. Alors pourquoi est-ce que je suis content d'être là? J'ai fait à peu près 50 meetings pendant cette campagne. Ce meeting est pour moi le dernier. C'est mon dernier meeting de tous ceux que j'ai fait pour me battre, pour soutenir le président, pour défendre nos idées. Et ça me fait plaisir que ce soit ici. Ça me fait plaisir que ce soit ici d'abord pour ce passage de relais. Ça me fait plaisir que ce soit ici pour soutenir Olivier et pour ainsi faire ce flambeau pour la nouvelle génération. Ça me fait plaisir parce que j'ai beaucoup d'amis parmi les parlementaires. Laure, c'était un de mes premiers déplacements, alors si tu t'en souviens, quand j'étais secrétaire d'État, j'étais venu chez toi. Albéric, on a plein de souvenirs ensemble avec Albéric, qui sont des souvenirs pendables, de formation commune à l'époque où Albéric était encore le plus jeune président du Conseil général de France, et moi très modeste député. Philippe, qui a des origines en Haute-Loire, j'espère que tu ne l'as pas caché en Eure-et-Loire. Et puis évidemment, nos amis sénateurs, Gérard et Joël, qui sont à la fois des gens qui ont du bon sens, c'est tellement rare au niveau de la représentation nationale, et qui sont aussi des gens qui savent faire les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux. C'est aussi une qualité qui est très estimable. Merci à tous les deux, surtout dans les périodes difficiles qu'on vit en ce moment du politique. Comme l'ont fait Gérard, et comme l'ont fait Olivier, c'est d'abord à vous que je veux adresser mes remerciements. Vous êtes les militants de notre famille politique.
Vous êtes avec Daniel, vous êtes avec Josette, vous êtes avec Christelle, vous êtes avec Stéphane, ceux qui nous avaient permis de tenir pendant cette période. Vous ne le faites pas par intérêt. Vous ne le faites pas par ambition personnelle. Vous le faites parce que vous croyez à notre famille politique. Vous le faites parce que vous croyez à nos valeurs. Vous y avez passé des heures et des heures, qui sont des heures que vous avez parfois prises sur votre vie familiale, sur du temps professionnel, sur du temps de repos. Vous n'avez jamais compté vos pleins d'essence, les déplacements. Vous n'avez jamais plein vos heures pendant cette période. Si on n'avait pas nos militants, aujourd'hui on ne serait pas là. On ne serait pas là pour une raison. C'est que dans cette campagne, tout a été fait. Tout a été fait pour nous décourager. Tout a été fait pour nous expliquer que les élections étaient clos d'avance. Tout a été fait pour nous expliquer avec les petits cercles parisiens, la petite société parisienne, les petits instituts de sondage, les petits journalistes, les petits médias parisiens. Tout était fait pour nous voler cette élection. On nous a expliqué que le président de la République ne serait même pas qualifié au second tour. On nous a expliqué que c'était même pas la peine de se déplacer, que c'était même pas la peine de se battre. Chaque jour, chaque semaine, il y a eu cette espèce de travail de harcèlement qui était destiné à une chose, nous confisquer notre voix, nous voler cette élection. Et vous y avez cru. Vous n'avez jamais baissé les bras. Le président vous l'a souvent dit, s'il était là, si lui, il a pu tenir, s'il s'est battu jusqu'au bout, en nous offrant un espoir, une possibilité, une capacité, une certitude peut-être de gagner dimanche, c'est parce que vous avez été là. Cette campagne, ça a d'abord été la campagne de nos militants, ça a été la campagne de notre famille politique, et vous pouvez en être fiers. Merci à vous. Et puis, vous me pardonnerez, mais il y a une raison beaucoup plus personnelle pour laquelle je suis aussi très content d'être avec vous. C'est que c'est en 50 meetings, le premier meeting où j'arrive à convaincre ma femme de venir écouter son mari. Vous le savez, dans notre engagement politique, c'est jamais facile pour la vie de famille. J'ai une femme qui est un ange, qui me soutient non-stop en Haute-Loire. C'est très difficile pour nous faire quitter les frontières de la Haute-Loire. Donc il fallait bien qu'il y ait dans le département un petit bout de Loire pour lui arriver à faire venir. En tout cas, c'est chose faite et je suis très content. Alors maintenant, on va se parler de cette dernière ligne droite. On va se parler d'hier. On va se parler de ce qu'il faut dire autour de nous sur ces derniers mois. D'abord, la première chose que je veux vous dire, n'ayez pas peur. Ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas assommer par tout ce que vous entendez. Quel endoctrinement des médias absolument formidable. Si vous regardez ce qui s'est passé hier, c'est quand même fabuleux. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir assisté à la même émission. Vous avez trouvé, vous, que Hollande était très clair, là, au début, quand il nous expliquait ce qu'il voulait faire comme président, où il a aligné les pires banalités de la Terre. Je veux être un président juste, je veux être un président à l'écoute, je veux être un président qui va changer par rapport à ma prédécesseur, jusqu'à ce qu'on ait cette opération balai-masque, sur laquelle on plaisantait avec Olivier à la fin de son émission, où il disait « moi je, moi je, moi je, moi je ». Ah, on a bien compris, hein. Son seul programme, c'est « moi je ». Pour le reste, pour les Français, zéro, il n'y avait rien dans son émission, que de l'ambiguïté, que du doute, que de la confusion. Impossibilité d'expliquer ce qu'il compte faire pour votre impôt sur le revenu et la CSG. Assurance vie, pas un mot pour vous dire ce que deviendra votre compte d'assurance vie et votre épargne. Politique sur le nucléaire, rien du tout. Étranger, quand on lui met le nez dans ses ambiguïtés et quand on lui sort une feuille qu'il ose écrire pour faire de l'électoralisme, pour ensuite sur les tréteaux venir dire n'importe quoi. Ça, c'était le vrai visage de François Hollande. Et oui, décidément, désolé les amis, mais moi c'est pas Audrey Pulvar qui me dicte mon vote. Hier, je sais qui était le meilleur, et ça n'était pas François Hollande. Et par ailleurs, ce qui est extraordinaire avec tous ces petits cénacles parisiens, c'est qu'ils sont toujours désappointés. Vous avez vu ce qu'ils ont écrit? Ils sont bien les supports là chez vous.
Vous avez vu ce qu'ils ont écrit? Et ils ont écrit ce matin, bon ben voilà, en gros c'était à peu près l'égalité entre les deux, et comme c'était l'égalité entre les deux, le meilleur c'est donc Hollande. Mais alors là c'est extraordinaire, c'est à y perdre son latin. À nos journalistes parisiens ne sont jamais à l'ombre d'une escroquerie ou d'une hypocrisie. Bon, finalement c'était à peu près l'égalité, eux espéraient que ce soit le triomphe de Hollande, ils étaient obligés de dire c'était l'égalité, mais attention, comme c'était l'égalité, le meilleur c'était Hollande. Et ce qu'il y a de fabuleux, c'est qu'il y a eu un sondage qui a été fait dans la foulée. Aujourd'hui même, ce sondage, qu'est-ce qu'il donne? Entre hier et aujourd'hui, Hollande a perdu 1,5 point dans les sondages. Dans les sondages. Pourtant, vous savez à quel point les sondages ne nous font pas de cadeaux. Les amis, cette élection, elle n'est pas jouée, elle n'est pas finie, et c'est nous qui la déciderons jusqu'au bout. Alors par contre, il faut convaincre. Il faut convaincre autour de nous. Il faut convaincre en s'adressant à ceux qui n'ont pas voté pour nous au premier tour. Ceux qui n'ont pas voté pour nous, ils sont de deux catégories, et pas plus. La première d'abord, ce sont les centristes. Ce sont nos amis qui sont souvent, et qui ont souvent été par le passé, des compagnons de route. Ce sont des gens auxquels, grâce à Philippe, nous pouvons nous adresser facilement, en leur rappelant ce que sont leurs priorités et leurs convictions. Laissons de côté les tambouilles, laissons de côté les petits compromis politiciens, laissons de côté les raisonnements qui seront les raisonnements de quelques apparatchiks prêts à se vendre pour un plat de lentilles. J'adore la lentille verte du Puy-en-Velay, je précise, mais objectivement, vous pouvez vous pouvez manger de la lentille verte du Puy sans avoir besoin de vendre votre âme comme le font certains. Indépendamment de ça, quelles sont les convictions des électeurs centristes? Ils ont exprimé une conviction fondamentale, qui est une conviction que nous pouvons partager, et qui est une conviction qui est aussi évidemment inscrite dans ce que sont nos repères et nos valeurs. Ils ont dit quoi? Ils ont dit on ne peut pas continuer à laisser dériver la dépense publique. Pour une raison qui est toute simple, qui n'est à la limite même pas un principe économique ou un principe de remettre de l'ordre dans nos comptes, qui est beaucoup plus fort que cela, qui est un principe moral et éthique. Nous avons reçu de nos parents, nous avons reçu de nos grands-parents, un pays dans lequel, par le fruit de leur travail, ils faisaient rentrer plus d'argent dans les caisses que ce qui en sortait. Est-ce que décemment, nous pouvons continuer à nous regarder dans la glace si ce qu'on laisse à nos jeunes pop, que je salue puisqu'a priori je suis leur ministre, et donc je suis très heureux de leur présence. Est-ce que décemment, on peut continuer à leur laisser un pays qui accumule des dettes et des déficits? C'est évidemment non. Mais quand vous regardez le cinéma qu'on a eu hier, il nous dit, ah oui, oui, là il est très visère quand il s'agit de parler de la dépense publique. 45 milliards de dépenses publiques en plus. Vous avez juste entendu, parce qu'on finit par ne même plus réaliser ce que c'est. 45 milliards d'euros de dépenses en plus. Voilà ce que propose Hollande. Voilà ce qu'on est un lieu extrêmement célèbre, puisque c'est un des festivals principaux de musique country en France. Il est localisé à quelques kilomètres de chez vous, en Haute-Loire. Mais je ne vais pas vous parler de Craponne-sur-Arzon pour cela. Je vais vous en parler pour un artisan, qui est un maçon de Craponne-sur-Arzon, et qui pour moi résume toute l'absurdité dans laquelle on s'est enfermé. Oh, son local de production est à peu près grand comme cette estrade. Il fait l'objet, comme souvent malheureusement, de contrôle. Il a le malheur de donner sa chance à un jeune en le prenant par apprentissage. Et dans ce pays, quand vous prenez un jeune par apprentissage, vous recevez dans la foulée la visite de l'inspection du travail. Une inspectrice du travail pousse donc les portes de son local et contrôle tout de fond en comble. Au miracle, tout était aux normes. Mais il faut vraiment un miracle. Mais tout était aux normes. Et puis au moment de partir, elle consulte son registre d'embauche, il a un salarié. Pour être plus précis, il a une salariée. Et là, catastrophe. L'inspectrice du travail lui dit, mais dites donc, dans votre local, grand comme cette estrade, je ne vois pas de vestiaire séparé, je ne vois pas de douche séparée, je ne vois pas de toilette séparée. Si vous ne faites pas ces trois choses immédiatement, dans les 15 jours, je fais fermer tout de suite votre local, vous n'êtes pas aux normes. Alors mon artisan, qui a bon espoir
dans le fait que le bon sens puisse triompher, se tourne vers elle et lui dit non, vous allez tout de suite comprendre, il y a un malentendu, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Cette dame, c'est ma femme. On vit ensemble, on dort ensemble, on nous arrive même parfois de coucher ensemble. On n'a peut-être pas besoin d'avoir toilette, vestiaire, douche séparée, on se connaît un peu quand même, on fait quelques enfants ensemble. Et l'inspectrice du travail lui répond, ce qui est tous ceux contre quoi nous devons lutter. Monsieur, ça c'est votre vie privée, c'est pas dans le code du travail, j'ai rien à faire. Et voilà ce que nous devons changer, mes amis. Voilà ce que nous devons changer. Parce que, heureusement, ce nation aujourd'hui continue à travailler parce qu'on a réussi à faire triompher le bon sens. Mais il faut que nous, au niveau de la représentation nationale, et Olivier, ce sera une de tes batailles principales, nous puissions faire reculer cette folie et cette passion normative qui finit par tuer ce pays et décourager toute personne qui cherche à entreprendre. Et puis, le troisième sujet, la troisième proposition du président, sur laquelle il m'a demandé de faire avancer les choses quand j'étais à l'Europe, et qui est un domaine très difficile, sur lequel il faut avoir le courage de secouer les idées reçues et les a priori. L'Europe ne peut pas continuer à rester ouverte aux 4 vents. Et pour dire les choses en étant clair, et en utilisant même ce que certains considèrent comme des gros mots, il faut une dose de protectionnisme européen. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que l'on puisse continuer à avoir nos marchés publics en France et en Europe, qui soient ouverts à n'importe quelle entreprise chinoise ou indienne, alors que dans le même temps, les marchés publics en Chine et en Inde, eux, sont fermés à 100% à nos entreprises. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mes amis. Pourquoi est-ce que les capitaux chinois et indiens peuvent venir investir du jour au lendemain chez nous, piller nos ressources, piller nos entreprises, copier leurs secrets industriels, alors que quand nous voulons investir en Chine ou en Inde, on nous oblige à faire des joint ventures avec leurs entreprises dans lesquelles ils pillent tous nos secrets pour ensuite, au bout de 3 ans, les fabriquer chez eux et nous revendre leurs produits. Et je ne comprends pas non plus. Je ne comprends pas non plus pourquoi est-ce qu'on met autant de folie à harceler nos PME comme nous l'avons évoqué, plutôt que de mettre un tout petit peu plus de contrôle dans les ports européens pour contrôler les produits qui débarquent par container entiers et qui ne respectent aucune de nos normes. Oui, appliquons-nous des normes. Oui, essayons de faire progresser l'environnement, mais appliquons avec la même détermination ces normes aux produits qui rentrent chez nous et arrêtons d'avoir une Europe qui soit ouverte aux 4 vents. La défense de la frontière européenne n'est pas un gros mot. Il y a un moment aussi où il faut savoir défendre nos intérêts, priorité aux entreprises européennes, priorité à nos emplois. Et c'est le sujet qu'a porté le président au long de ces 2 ans, en nous permettant pour la première fois, et je m'adresse notamment aux élus locaux, qui pourront maintenant dans leur marché public prévoir que si les marchés publics en face ne sont pas ouverts, les nôtres ne le sont pas non plus. C'est la première fois dans l'histoire de l'Europe que l'on arrive à revenir à un petit peu plus de pragmatisme et de rapport de force dans les pays qui sont autour de nous. Je crois à l'Europe, mais je crois aussi à cette Europe capable de nous protéger et de faire le rapport de force avec nos concurrents. Ne soyons pas naïfs, c'est une compétition féroce. Moi, je préfère les produits faits chez nous plutôt que les produits qui sont faits à l'extérieur. Le Made in France et le Made in Europe, ça a un sens. La deuxième question qui impactera votre vie quotidienne, c'est qui payera l'addition? C'est une question simple, brutale, que tout le monde peut comprendre. Moi, je défends inlassablement les classes moyennes. Il paraît que c'est un terme qu'il ne faut pas employer. Mais moi, j'y crois. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que dans les autres pays, on parle des classes moyennes et pourquoi est-ce qu'en France, on n'a pas le droit de parler des classes moyennes. Je ne vois pas pourquoi est-ce que chez nous, les gens qui respectent les lois de la République et qui demandent juste un tout petit peu à être respectés n'ont jamais le droit à la parole. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que dans notre approche du débat politique, on ne pense jamais à ceux qui travaillent, qui essayent de faire vivre leur famille par le fruit de leur travail, qui sont prêts à financer la solidarité nationale par leurs impôts et leurs charges, mais qui demandent juste une chose. Garantissez-moi que ce ne sera pas trop. Garantissez-moi que ça ne découragera pas. Et garantissez-moi surtout que cet argent de la solidarité nationale soit bien employé. Or, de ce point de vue, les classes moyennes ont toutes à se méfier. Toutes à se méfier des propositions qui sont faites par François Hollande. Il y a eu un moment
devant lequel j'étais incapable de rester calme devant mon téléviseur. C'est quand François Hollande a eu le toupet de dire qu'il mettait 45 milliards d'euros de dépenses en plus et d'impôts en plus, mais que bien entendu, dormez bonnes gens, tout ceci ne serait pris que sur les plus riches. Et que ne vous inquiétez pas, surtout, dormez tranquille, il n'y aura aucun impôt en plus sur vous, aucune cotisation en plus sur vous. Mais pour qui nous prend-il? Mais pour qui prend-il les Français? Mais quelle est cette espèce de jeu de tartuffe et d'hypocrisie qu'il est en train de nous jouer? Regardons ensemble 2 secondes la réalité des faits et de son programme. Il y a dans son programme 200 millions d'euros, qui sont 200 millions d'euros sur les plus grosses fortunes, 75% d'impôts sur les plus grosses fortunes. Personnellement, moi je ne défends pas les plus grosses fortunes, vous l'avez compris, je considère comme normal qu'en période de crise, tout le monde contribue, et plus particulièrement ceux qui ont des très hauts revenus. Ça n'est pas un problème. Mais ce qui m'inquiète, c'est le reste. Parce que 200 millions d'euros, ça ne fait pas 45 milliards d'euros. Et le reste, pourquoi est-ce qu'il m'inquiète? Parce que celui-ci, c'est dans votre poche, les amis, qu'il est pris. C'est directement à l'intérieur du faible revenu des classes moyennes et de ceux qui travaillent. Faisons un petit tour de tout ce qui nous a été caché hier. D'abord, la première chose, peut-être que certains ici sont retraités. J'ai une bonne nouvelle à vous apprendre. Dans le programme de François Hollande, il y a le fait de faire sauter la CSG réduite sur les retraités. Dans le programme de François Hollande, il vous parle d'une réforme des retraites. Attention, rappelez bien que c'est comme dans un mauvais contrat d'assurance où c'est écrit en toute petite police en bas à droite, c'est pas la retraite à 60 ans pour tout le monde. Hein. C'est seulement si vous avez commencé à cotiser en dessous de 16 ans, voire éventuellement en dessous de 18 ans, et en plus, même si vous prenez votre retraite à 60 ans, vous avez une décote qui est de l'ordre de 15 à 20%. Bon courage pour ceux qui auront envie de signer, c'est très important à rappeler parce qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui se sont fait berner. Mais surtout en face, il y a les cotisations. Vous prenez 0,5 points de cotisation de retraite en plus. 0,5 points, tout le monde se dit c'est pas grand-chose. L'intéressement, l'actionnariat salarié, tout ce qui est au cœur des valeurs du gaullisme social et qui représente pour 12 millions de Français qui travaillent jusqu'à 1 mois de salaire en plus, y compris dans des secteurs comme la grande distribution. Oui mes amis, ça c'est la réalité du programme de François Hollande et son financement c'est dans votre poche qu'il ira le prendre. Monsieur Hollande, pour être très clair, c'est non. Alors, à ce sujet, Monsieur Hollande veut nous parler de notre bilan. Mais nous aussi, parlons-lui de son bilan. Gérard, tu as été député pendant 20 ans. On sait quel est ton bilan. Tu l'as montré à Dreux, tu l'as montré sur ton territoire, tu l'as fait avec conviction. Mais mes amis, voilà quelqu'un qui veut être président de la République du jour au lendemain. C'est une très bonne nouvelle. C'est une ambition qui est souvent assez partagée. Et, Monsieur Hollande, dans le cadre de votre ambition, vous avez été député de la République pendant 20 ans. Vous avez été premier secrétaire du Parti Socialiste pendant 10 ans. Guérissez-moi d'un oubli, parce que j'ai peur que j'ai un oubli précoce qui me guette. Est-ce que quelqu'un dans cette salle est capable de voler à mon secours et de me donner, oh, je n'en demande même pas 5, juste une loi, un débat fondateur auquel François Hollande aurait associé son nom, une réforme un tout petit peu structurante sur laquelle vous seriez capable de me dire « Ah oui, Hollande, je me souviens, je ne partage pas toutes ses idées, mais il y a une chose qu'il a faite au cours des 20 dernières années et qui a un tout petit peu marqué l'opinion publique. » Est-ce que quelqu'un est capable de me guérir d'un oubli? Dans ce fameux bilan de M. Hollande, y a-t-il une seule chose dont vous vous souveniez? Une seule toute petite chose que vous pourriez rappeler de quoi que ce soit qu'il ait fait? Alors, je vais y venir. On va y venir. Mais au niveau national, pour être très clair, c'est rien. Le bilan de M. Hollande qui donne des leçons à tout le monde, c'est rien. Voilà quelqu'un qui n'a jamais rien fait et qui prétend donner des leçons à tout le monde et qui veut devenir du jour au lendemain président de la 5e puissance économique du monde. C'est absurde. Les Français ne peuvent pas confier leur destin à quelqu'un comme ça. Qui est un président de conseil général avisé, qui vous préserve, qui veille à ne pas augmenter les dépenses de fonctionnement, qui veille surtout à ne pas toucher aux impôts, qui veille à faire en sorte que la dette de votre département baisse. Et la Corrèze. La Corrèze. La Corrèze, c'était un département ami. Nous
nous appartenant tous deux au Massif central, et avec la Haute-Loire, nous étions des compagnons de route. Nous avions d'ailleurs à peu près le même mode de gestion de bon père de famille, essayant de préserver ses familles. Mais alors, mes amis, je ne reconnais plus ma Corrèze depuis 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Les dépenses de fonctionnement ont doublé en 5 ans. Hollande, 5 ans, 2 fois plus de dépenses de fonctionnement. L'endettement, la Corrèze qui était dans la moitié des départements les mieux gérés de France en 5 ans est devenu le département le plus endetté. Et alors, le pompon, c'est que comme d'habitude, et c'est pour ça que je l'évoque devant vous, qui paye l'addition? C'est le contribuable corrézien, c'est la classe moyenne corrézienne, plus 12% ne serait-ce que cette année d'impôt sur la feuille du contribuable corrézien. Hollande nous dit, je ferai au niveau de la République ce que j'ai fait au niveau de la Corrèze, reçu 5 sur 5, vous restez chez vous. Et puis surtout, tu en as parlé. À côté de François Hollande, il y a les liaisons dangereuses. La première liaison dangereuse, ce sont les lunettes rouges. Vous votez Hollande, vous avez les lunettes rouges en kit. Alors méfiez-vous, parce que parfois elles sont vertes ou noires. Au gré de la campagne, ça change un peu pour tromper l'ennemi. Les lunettes rouges, c'est très créatif. Ça veut transformer le 14 juillet en carnaval de Rio. Ça propose de renoncer à la totalité des fêtes chrétiennes de notre agenda pour les transformer en fêtes shintoïstes, hindouistes, bouddhistes ou zen. Désolé, moi je ne renonce pas à mon pays. Il a des racines chrétiennes, ce pays a une tradition, il a une histoire, et nous y sommes fiers. Et puis, quand vous votez Hollande, vous avez une deuxième surprise. Au début, au premier tour, vous aviez Hollande et Mélenchon. Maintenant, au second tour, vous avez un nouveau produit, c'est Hollanchon. Alors, Hollanchon essaye d'être très discret. Hollanchon nous a expliqué le soir du premier tour qu'il apportait toutes ses voix et que, bien entendu, il ne demandait rien. Juste, entre parenthèses, si vous avez suivi le scénario, ils ont fait une petite négociation entre amis en négociant plus de 100 circonscriptions en France. Hollanchon, c'est redoutable. Hollanchon, ça vous propose 9 tranches d'impôt sur le revenu supplémentaires. Hollanchon, ça vous propose la régularisation immédiate de tous les sans-papiers qui sont en France. Et Hollanchon, comme toute politique de sécurité, il propose juste de fermer les prisons, parce qu'évidemment, quand on n'a plus de prison, on n'a plus de problème de délinquance. Mes amis, Hollanchon, il faut faire bien attention. On a commencé la campagne en vous parlant d'un rosé pâle, vous finissez avec du rouge bouchonné, mais dans les 2 cas, je crains que ce soit le mal de tête. Le dernier sujet qui est celui qu'a évoqué Olivier, c'est la différence entre la solidarité et l'assistanat. Oui, ce pays doit être solidaire à l'égard des gens qui sont en difficulté. Oui, nous devons garder un système de protection sociale où nous tendons la main à ceux qui en ont besoin. Mais non, tendre la main, ça n'est pas l'assistanat. Tendre la main, ça n'est pas décourager ceux qui travaillent. Tendre la main, ça n'est pas arriver à cette confusion totale des valeurs dans laquelle le travail, l'effort et le mérite ne sont plus au cœur de notre société. Vous savez, j'ai porté ces débats. Ça a été souvent difficile. Difficile parfois même au sein de notre famille politique. Parce que ce sont des débats où il faut avoir le courage de dépoussiérer un peu, de secouer les difficultés. Et pourtant, je l'assume. Je l'assume parce que je suis convaincu que c'est un des principaux maux dont souffre aujourd'hui la société française. Personne ne peut comprendre. Personne ne peut comprendre que aider les gens, ce soit se contenter de verser des prestations sociales chaque mois, sans rien demander en contrepartie. Parce que ça, c'est juste ce qu'il y a de plus humiliant, au fond, pour la personne que vous aidez. Bien sûr, on finit par s'en satisfaire. Bien sûr, on finit par s'enfoncer dans un assistanat qui peut s'avérer confortable. Mais la seule véritable façon de traiter dignement les gens, c'est de leur dire tu es dans la difficulté. Mais je sais que tu peux faire quelque chose. Je sais que tu peux t'en sortir. Je sais que si jamais on prend le temps ensemble et qu'on arrive à construire quelque chose, toi aussi tu peux être utile à la société qui est autour de toi. Et pour parler très clairement, en face du RSA, nous avons le devoir de dire à chaque fois, nous allons t'aider. Mais la contrepartie, c'est qu'il faut aussi que tu fasses quelque chose. Parce que si toi tu ne te bouges pas, tu ne t'en sortiras jamais. Et il faut en face du RSA. Il faut en face du RSA systématiquement qu'il y ait 7 heures de travail d'intérêt général qui soit prévu pour faire de l'accueil dans nos mairies, pour pouvoir faire éventuellement du soutien scolaire pour nos enfants,
pour pouvoir faire de la surveillance de passage piéton, pour pouvoir faire de la propreté dans nos collectivités, juste pour montrer que dans la société française, ça n'est pas toujours tout pour moi et rien pour les autres. C'est oui, je suis aidé, mais je fais aussi quelque chose pour la collectivité qui est autour de moi. Et nous ne pouvons pas, de la même manière, tenir durablement. Si en cumulant les différentes prestations sociales, on peut arriver à gagner presque autant, voire même parfois, soyons sincères, plus que ce que gagne quelqu'un qui travaille et qui lui doit laisser toute une partie de son salaire dans un plein d'essence ou dans un abonnement au transport en commun. Et de ce point de vue, il est indispensable de fixer un principe simple. Quel que soit le cumul des prestations, on ne doit jamais pouvoir dépasser les 3/4 du revenu du SMIC, en prenant évidemment en compte la taille de la famille, mais jamais plus les 3/4 du SMIC, sinon ça n'est pas assez bon. Et enfin, Olivier qui l'a dit, notre pays est ouvert, mais il y a des conditions. La condition, c'est qu'on vient ici pour travailler. On ne vient pas pour profiter de notre système social qui est financé par la sueur de ceux qui travaillent. Et le principe qui est simple, c'est que bien entendu, vous pouvez venir chez nous. Mais la condition, c'est qu'il faut avoir un minimum cotisé et contribué au financement de la solidarité nationale. Parce que si vous venez juste chez nous, parce que vous êtes motivé par le fait de pouvoir accéder à des prestations sociales gratuitement, alors désolé, il y a un moment où il faut qu'on siffle la fin de la récréation, parce que la solidarité nationale, ça n'est pas tirer sur la corde, c'est aussi contribuer au fonctionnement de ce pays par son travail et par son engagement. Ce sont des principes de bon sens sur lesquels la République ne devrait jamais transiger. Si vous prenez tous ces thèmes, les uns après les autres, ce qui est en cause, ça n'est pas seulement l'affrontement entre deux familles politiques. C'est quelque chose qui met très profondément en jeu ce qu'est notre conception, aux uns et aux autres, de la société et de la République. La gauche est prête à partir sur le chemin du communautarisme. Nous avons voté pour l'interdiction du port du voile sur la burqa. La gauche est prête à aller en direction du vote des étrangers aux élections locales. Nous, nous refusons que les services publics locaux soient les otages d'une pression et d'un chantage électoral qui pourrait s'avérer redoutable sur nos communes, et notamment sur les communes de chez moi ou de chez vous, avec des pressions que l'on imagine bien sur nos piscines, sur les cantines, sur le fonctionnement de nos différents services publics. Notre drapeau, c'est celui que vous avez arboré ici, c'est le drapeau tricolore, c'est le seul drapeau de la République française. Le drapeau, vous avez vu les premiers mètres, le drapeau qu'on voit dans les meetings de François Hollande, c'est le drapeau rouge. C'est parfois même, dans certains cas, le drapeau avec la faucille et le marteau, qu'il n'hésite pas à ressortir, boosté par le phénomène de Mélenchon. Nous, quand il y a des drames, quand il y a des victimes, nous pensons d'abord aux victimes. Eux n'ont jamais suffisamment de tolérance coupable pour ceux qui sont les malfaiteurs ou qui sont les criminels. Oui, chez nous, nous défendons la famille comme étant la cellule fondamentale sur laquelle doit s'appuyer la société. Il est déjà si difficile, dans le monde contemporain, de transmettre des valeurs à nos enfants. Croyons-nous que la première préoccupation soit d'abattre encore plus les fondements de la politique familiale et les repères qui sont les nôtres dans cette société du XXIe siècle qui est en train de s'ouvrir. Et enfin, nous l'avons dit, ce pays a une histoire, ce pays a une tradition, ce pays a des repères. Bien sûr, il est ouvert, il est tolérant, mais sur une base claire. On vient chez nous pour s'adapter à notre contrat républicain. On ne vient pas chez nous pour demander de changer notre contrat républicain. Ça n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Si vous prenez tous ces sujets, les uns après les autres, quelle est au fond du fond la question essentielle qui nous est posée? Il ne s'agit pas seulement d'une crise. Il s'agit de la construction d'un monde nouveau. Le monde d'hier ne reviendra pas. Nous ne devons pas nous y tromper. De ce point de vue, ça n'est pas une crise dont on fermerait une parenthèse. Ce qu'on est en train de construire, c'est les fondements d'un monde nouveau. Un monde qui a ses menaces, un monde qui a ses inquiétudes, mais un monde qui a aussi ses opportunités. Dans le cadre de ce monde, François Hollande est prêt à galvauder, à jeter au fossé, au nom d'une pseudo-modernité, tout ce qui a toujours construit ce pays. Et là où, à l'inverse, il faudrait faire des efforts, baisser la dépense publique, réencourager ceux qui travaillent. Là, il ne veut rien faire. La réponse de Nicolas Sarkozy, c'est exactement l'inverse. Moi, je ne sacrifierai pas, nous dit-il. Moi, je ne sacrifierai pas ce qui a toujours construit mon pays et ce qui a construit la République. Moi, je ne renoncerai pas aux valeurs qui sont les valeurs fondatrices de ce pays et qui ont permis à la République de tenir et qui lui ont permis d'avancer. Et moi aussi, je sais que ce pays,
a des ressources qui sont insoupçonnées. Il a une capacité à se projeter à nouveau dans le monde. Il a une capacité à faire entendre la voix de la France. Pourvu que nous travaillions sur ce qui est la véritable énergie de ce pays. Ne pas se lamenter, avoir le courage de retrousser les manches, faire confiance à ceux qui travaillent, encourager l'effort, encourager le mérite, faire en sorte de reconstruire la société française autour de ces valeurs du travail. Mes amis, c'est au nom de cela que nous devons nous battre. C'est au nom de cela que nous n'avons pas le droit de baisser les bras. C'est au nom de cela que dans les 3 jours qui nous restent, vous devez inlassablement faire campagne autour de vous. Parce que le soir du dimanche, je veux que nous soyons fiers, que nous puissions nous redresser et que nous puissions dire, grâce à Nicolas Sarkozy, ce pays rentrera de bon pied dans le XXIe siècle en ayant confiance dans ce qu'il va construire pour ses enfants, une France forte, une République confiante dans ses valeurs. C'est au nom de ceci que nous gagnerons, c'est au nom de ceci que je vous demande de vous battre jusqu'à la fin, jusqu'à la victoire. Merci à tous.